Bonjour les 3D, j'espère que vous allez bien et que malgré cette période de confinement, vous arrivez à profiter du soleil et des températures clémentes. C'est le moment de notre cours vidéo qui s'inscrit dans la séquence 3, la tradition de la satire. Pour vous aider, un petit récapitulatif pour mieux situer cette séance et ce nouveau texte au cœur de la séquence. Après avoir étudié en guise d'introduction le texte de Jonathan Swift, Modeste proposition, où l'auteur, avec humour noir et ironie, proposait de manger les enfants des pauvres pour régler le problème de la pauvreté, nous avons étudié un premier corpus dont le thème était la satire de l'Église, avec le texte 1, le testament de l'âne, le texte 2, l'heptaméron des nouvelles, et le texte 3, Gargantua. Enfin, nous avons enchaîné avec un deuxième thème, la satire de la politique, avec en guise d'introduction le sketch des inconnus et le texte d'Aristophane, Les Cavaliers, choses sur lesquelles vous avez travaillé en groupe. Enfin, nous avons étudié un texte de La Fontaine, Les Obsèques de la Lionne, où nous voyons que, comme dans la séance 6 avec le texte de La Bruyère intitulé De la cour, les courtisans sont des gens à qui l'on reproche souvent la même chose, à savoir d'être hypocrites et suiveurs. Vient ensuite le texte 4 de cette partie consacrée à la satire de la politique, c'était la séance 7 avec Arias, dont je vous ai donné la trace écrite. Maintenant, nous passons donc à la séance 8, la politique texte 5, toujours un texte de La Bruyère, cette fois-ci intitulé Nathan. Un peu de lecture donc. Nathan ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'il n'était point. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de deux autres. Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie. Il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service. Il ne s'attache à aucun des mets qu'il n'ait achevé d'essayer de tous. Il voudrait pouvoir les savourer tous, tout à la fois. Il ne se sert à table que de ses mains. Il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu'il faut que les conviés, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes capables d'ôter l'appétit aux plus affamés. Le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe. S'il enlève un ragoût du dessus d'un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe. On le suit à la trace. Il mange haut et avec grand bruit. Il roule les yeux en mangeant. La table est pour lui un râtelier. Il écure ses dents et il continue à manger. Il se fait, quelque part où il se trouve, une manière d'établissement et ne souffre pas d'être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa chambre. Il n'y a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent. Dans tout autre, si on veut l'en croire, il pâlit et tombe en faiblesse. S'il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient, dans les hôtelleries. Et il sait toujours se conserver, dans la meilleure chambre, le meilleur lit. Il tourne tout à son usage. Ses valets, ceux d'autrui, courent dans le même temps pour son service. Tout ce qu'il trouve sous sa main lui est propre. Harde, équipage, il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne connaît de mots que les siens, que sa réplétion et sa bile, ne pleure point la mort des autres, n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain. C'est le moment de corriger le travail qui vous avait été confié pour aujourd'hui concernant ce texte intitulé Nathan. Ça se prononce Nathan, le G n'est pas entendu. Alors on vous demandait d'abord d'identifier le défaut moral de Nathan. Rien de plus simple, vous l'avez tous compris, Nathan est égoïste. Comme on peut le lire dès la première phrase, Nathan ne vit
que pour soi, on comprend bien que, comme dans le texte précédent, il s'agit de viser un défaut moral sans le nommer. Pour Arias, il s'agissait de la vantardise. Arias a tout lu, a tout vu. Et ici, nous avons Naton ne vit que pour soi, ce qui est une manière indirecte d'évoquer ce défaut. Vous remarquerez donc que dans les deux textes, l'auteur procède de la même manière. Il commence par nommer le personnage, puis, avec une courte phrase explicative, il définit le défaut moral qui le caractérise, mais indirectement, c'est-à-dire sans jamais le nommer de façon explicite. La question 2 vous demandait en quoi les manières de Naton sont-elles révélatrices de son attitude? Accompagné des consignes, développez votre réponse en vous appuyant sur divers éléments du texte que vous commenterez. Si l'égoïsme, c'est ne penser qu'à soi et ne pas penser aux autres, on le voyait très bien dans différents passages et différents exemples donnés par l'auteur. Le plus long exemple était celui où la mise en situation du personnage consistait à le représenter à table avec des convives. On pouvait lire entre autres « Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie. Il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service. » On voit bien ici que l'égoïsme se définit précisément par le fait de ne pas penser aux autres et le fait de mettre en scène le personnage à table, eh bien, c'est un moment très révélateur pour les comportements individuels. On voit que Naton prend tout, se sert uniquement pour lui, sans se préoccuper de savoir si les autres invités auront assez à manger. On l'aura bien compris, Naton n'est pas porté vraiment sur le partage. Autre exemple. Dans les hôtelleries, il sait toujours se conserver dans la meilleure chambre le meilleur lit. Voilà un autre exemple de son égoïsme, puisqu'il considère que ce qu'il y a de meilleur lui revient de droit. Il ne se préoccupe pas du confort des autres, mais uniquement du sien. Et ce qu'il désire pour lui, c'est l'excellence, le mieux. Et il n'est absolument pas prêt à sacrifier son plaisir pour celui des autres. Attention de ne pas confondre le mot hôtellerie avec le sens moderne du mot hôtel. Ici, il s'agit de désigner des hôtels particuliers, c'est-à-dire les demeures de riches nobles ou de riches bourgeois en ville. Enfin, on pouvait lire « Tout ce qu'il trouve sous sa main lui est propre », c'est-à-dire que Naton s'accapare tout. Il considère que finalement, tout ce qui est autour de lui peut devenir sa propriété. Il en prend possession sans la moindre gêne. La question suivante portait sur une figure de style. On vous demandait de relever une hyperbole et de l'expliquer. L'expliquer consistait simplement à dire pourquoi l'auteur exagère. Vous aviez ici un excellent exemple d'hyperbole. S'il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe on le suit à la trace. Ce qui attire notre attention ici, c'est la fin de cette phrase. Sur la nappe on le suit à la trace. Comme si cette table prenait des proportions gigantesques et totalement démesurées, c'est-à-dire que les traces de sauce qu'il répand sur la nappe sont comme des empreintes de pas. On a vraiment l'impression que cette table est surdimensionnée et ce côté exagération, cette hyperbole de la part de l'auteur, sert une sorte de volonté de caricature. On imaginerait bien Naton représenté en dessin, comme une sorte d'ogre gigantesque qui s'enfourne avec les deux mains tout ce qu'il peut trouver dans son énorme bouche grande ouverte. Donc si vous voulez, l'exagération permet de caricaturer le personnage et d'en faire une espèce d'ogre qui dévore absolument tout ce qu'il trouve autour de lui.
Vous était ensuite demandé de montrer à travers deux exemples relevés et commentés que Naton est un homme encombrant. On pouvait prendre par exemple les deux passages suivants. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de deux autres. Autrement dit, Naton est tellement imposant, même physiquement parlant, que pour lui, il prend la place de deux êtres humains à lui tout seul. Aussi, on pouvait lire qu'il ne souffre pas d'être plus pressé au sermon ou au théâtre. C'est-à-dire que Naton ne supporte pas d'être serré dans la foule. Donc ça en fait quelqu'un d'encombrant, puisque autour de lui, on est obligé de lui laisser une sorte d'espace vital, une sorte de bulle, comme dans cette période de confinement, à une distance de moins d'un mètre réglementaire, pour laisser Naton tranquille et occuper toute la place qu'il le souhaite sans être dérangé par des gens qui pourraient se rapprocher de lui. Vous était ensuite demandé d'expliquer la dernière phrase du texte, agrémentée d'une question qui est « Jusqu'où va son défaut moral ?» Et c'était un moment vraiment important du texte, car finalement, vous verrez que derrière l'humour de La Bruyère se cache tout de même une critique assez sévère et sérieuse qui comporte un aspect beaucoup plus sombre qu'on ne pourrait l'imaginer de prime abord. Il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne connaît de mots que les siens, que sa réplétion et sa bile, ne pleure point à la mort des autres, n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain. Cette dernière phrase est extrêmement dure. On quitte très largement l'humour global et général du texte pour un ton, une tonalité beaucoup plus sombre. On comprend que non seulement ce qui inquiète Naton dans la mort, ce n'est que la sienne propre, et celle des autres, il reste indifférent, comme s'il n'éprouvait aucune compassion et aucune empathie pour les êtres humains qui l'entourent, proches ou non. Mais pire encore, c'est qu'il n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain. Ce qui signifie très clairement que si Naton avait les moyens de faire en sorte de prolonger son existence à la condition que d'autres êtres humains meurent pour ça, il le ferait sans aucune hésitation. Si la mort d'êtres humains lui permettait, lui, de gagner en années de vie supplémentaires, eh bien, il n'hésiterait pas à exterminer toute l'humanité pour devenir le plus possible un immortel. Donc, vous voyez, ça va quand même très très loin. Naton n'est pas seulement une sorte de gros bonhomme impoli. C'est quelqu'un qui a presque un côté dangereux finalement. D'où la dernière question qui vous était posée. Cette dernière question qui vous était posée était la suivante. Qu'est-ce qui, dans la manière dont l'auteur parle de Naton, fait de cet homme un prédateur ? Eh bien en fait, il y a déjà cette dernière phrase dont on vient de parler, puisque on voit que c'est comme si Naton n'hésiterait pas à mettre en péril la vie des autres pour prolonger la sienne, et cela en fait fait écho à un passage antérieur où il est à table. Quand à table il est écrit « Il ne se sert à table que de ses mains, il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire », là on a vraiment l'impression de ne plus avoir affaire à un être humain, mais à une sorte d'animal sauvage, un prédateur. Donc vous voyez à quel point, si vous voulez, cela fait écho déjà à la fin du texte. Naton n'est pas seulement un égoïste, c'est presque un prédateur, tellement son égoïsme est poussé à l'extrême. C'est-à-dire ce n'est pas seulement de l'indifférence vis-à-vis des autres, mais c'est que s'il pouvait même se servir des autres et les détruire pour s'en servir comme d'un moyen pour mener sa propre vie et la prolonger, il n'hésiterait pas. Et lorsqu'on le décrit à table en train de déchiqueter les morceaux de viande, on a bien là l'idée d'un prédateur en quelque sorte qui vit parmi les êtres humains.
En guise de synthèse, je vous propose de dégager une liste des points communs des deux textes. Vous verrez en quoi cela est important dans quelques secondes. Tout d'abord, les deux textes sont des portraits moraux. Chaque texte commence par un prénom d'origine grecque. Alors ça, c'est pour une raison très particulière, c'est qu'à l'époque, qui est-ce qui lit les textes de La Bruyère? Eh bien, ce sont les nobles, le milieu qu'ils fréquentent. Donc, si vous voulez, il s'inspire de gens qui existent réellement pour rédiger ces portraits moraux. Alors, il ne peut pas donner le vrai nom de la personne pour éviter que quelqu'un en particulier se sente visé. Mais les courtisans adoraient ça et son livre s'est vendu comme un best-seller. Et à la cour du roi Louis XIV, le grand jeu entre les courtisans était de se demander, lorsqu'ils tombaient sur un des portraits, tiens, à ton avis, qui se cache derrière Arias ou qui se cache derrière Naton? Est-ce que c'est le marquis de machin? Est-ce que c'est le duc de machin dont il parle? Moi, je suis sûr que c'est le seigneur de machin, etc. Donc, voilà, l'origine du nom grec, hein, c'est pour rendre un hommage à l'inspiration antique du texte, car avant lui, dans l'Antiquité, on avait déjà procédé à ce genre de portraits moraux, c'est un hommage à la littérature antique, mais c'est aussi pour éviter de désigner des personnes réelles. Ensuite, la première phrase du texte explique le défaut visé, mais sans jamais le nommer directement. Puis, au fur et à mesure du texte, pour le développer, l'auteur met en scène son personnage dans des situations qui font ressortir ce défaut moral en particulier. Il en donne plusieurs exemples. Enfin, le texte est rédigé au présent de l'indicatif. Et le point le plus délicat à comprendre est ce mot savant d'étopée. Les deux textes sont des étopées. Dans la trace écrite sur Arias, vous aviez sa définition. Une étopée, c'est un portrait moral consistant à représenter un personnage en particulier à travers un trait de personnalité qui, lui, n'est pas spécifique mais partagé par bien des hommes. Donc en fait l'idée c'est que d'un individu précis, le texte veut en fait élargir sa réflexion pour dépeindre au lecteur un caractère que chacun peut reconnaître. Quand vous avez lu Arias, ne me dites pas que ça ne vous a fait penser à personne dans votre entourage. On a tous en mémoire à table avec les parents des repas avec un des invités qui est un gros vantard et qui, comme Arias, ne peut pas s'empêcher de se croire plus malin que tout le monde, prendre la parole tout le temps, l'ôter aux autres, etc. Donc, une étopée, c'est bien l'idée de donner l'impression qu'on parle d'une personne en particulier, mais en fait, le défaut qui est décrit et la manière dont cela est décrit, eh bien, ça correspond à toutes les personnes qui ont ce défaut. Et le texte fonctionne aussi bien au XVIIe siècle qu'aujourd'hui. Il y a vraiment une volonté de généraliser. C'est ça l'étopée. C'est un portrait moral qui fait semblant de vous parler de quelqu'un en particulier, alors qu'en fait, l'auteur veut vous parler de toutes les personnes qui sont comme ça. Dégager ces points communs était très important, car cela vous sera très utile pour réaliser un DM. Je vous le présente tout de suite. Il sera à rendre pour le vendredi 3 avril. Vous bénéficiez comme d'habitude de 15 jours de délai. Je vous prie de le faire avec Office 365. Et pour rappel, voilà les démarches à suivre. D'abord, nommez votre document. En haut de la fenêtre, dans la barre bleue, vous renommez votre document et vous l'intitulez DM La Bruyère. Vous sélectionnez la taille de votre police, 12, ainsi que son type Times New Roman. Enfin, pour me le transmettre, vous cliquez sur Fichier, puis sur Partager, puis Partager avec d'autres utilisateurs. Vous saisissez mon nom dans la liste des destinataires et vous me l'envoyez. Voici le sujet de votre DM, lisez-le avec attention. Sur le modèle de La Bruyère, rédigez une étopée satirique. Relisez bien vos deux textes et vos cours pour pouvoir le faire. Vous vous focaliserez sur un défaut moral particulier. Vous ne nommerez jamais explicitement le défaut visé. Vous illustrerez votre récit par des mises en situation du personnage. Votre texte fera au moins
300 mots, c'est l'équivalent d'une trentaine de lignes, et vous emploierez le temps présent comme temps de référence. Pour vous aider, je vous fournis une fiche indiquant la manière dont je vous évalue. Ce n'est pas à vous de la remplir, c'est moi qui la remplirai et votre note dépendra des cases cochées ou non. Tout en bas, vous pouvez voir votre taux de réussite, votre niveau en quelque sorte, en fonction des cases qui ont été cochées ou non, une fois que le travail vous sera restitué et corrigé. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse en vous rappelant que via Pronote, je vous envoie tous les documents nécessaires, à savoir votre sujet de DM, la fiche d'évaluation qui l'accompagne et qui vous permet vraiment de savoir si oui ou non vous réussissez votre DM, puisque tous les critères attendus sont énumérés. Donc lisez-la, cette feuille, et tenez-en bien compte. Enfin, bien évidemment, je joins la trace écrite sur Naton que vous pouvez coller à la suite dans la partie séquence de votre classeur, en n'ayant pas oublié d'écrire « C'est ensuite la politique texte 5 ». Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.